je parle. Allez, pas branché. On va y arriver. Là, Voilà. parlez. Est-ce que vous m'entendez là? Non. Apparemment non. Allez-y. Oui, est-ce que... Non, pas mieux. Un peu plus fort. Je pense qu'il y a un vague écho. Oui, ça vient. Ça vient. Ça y est. Vous m'entendez au fond? Voilà. Tout arrive. Là, allez-y. Lorsque l'on vient à Châlons, on a l'impression d'être dans une conférence internationale. C'est très impressionnant. Avec tout le matériel. On est au même niveau que les Parisiens et le Parti communiste. Je vous en prie. Parfait. Merci beaucoup. Pour revenir à ce que la comparaison de Châlons, la Chine, dont parlait M. Fournier tout à l'heure, l'ancien Premier ministre du Luxembourg, puisque maintenant il a dévoilé le secret, je suis installé au Luxembourg, l'ancien Premier ministre luxembourgeois a dit un jour dans une conférence, dans un entretien télévisé avec son homologue chinois, lui a dit, écoutez, la Chine et le Luxembourg, nous représentons à nous deux 20% de la population de la planète, donc nous allons faire de grandes choses ensemble. Sachant que le Luxembourg, c'est 550 000 habitants. Depuis, il est très populaire en Chine, et je pense que M. Fournier va aussi être très populaire en Chine. Bien, d'abord, je remercie l'UTB de m'inviter pour la 7e année consécutive. Ça fait 7 ans que vous me supportez, à raison d'au moins une conférence par an, puisque j'ai compté, j'en suis à la 11e. Donc nous avons évoqué pas mal de sujets. Apparemment, d'après ce que dit M. Fournier, ça n'est pas terminé, puisque nous allons poursuivre l'année prochaine. Et nous essayons en général, avec M. Fournier, de choisir des thématiques qui soient un tant soit peu d'actualité. J'ai l'impression que pour le moment, nous n'avons pas tellement raté ce genre de choix, mais au fond, ça n'est pas très difficile lorsqu'on suit, disons, de près l'actualité. Et donc l'année dernière, nous avions effectivement envisagé de parler de ce que j'ai appelé la fin de la puissance, un nouvel ordre international. Ce que j'ai sensiblement modifié, d'ailleurs c'était la présentation qui a dû être publiée, elle était davantage orientée vers les relations interétatiques et l'émergence de nouvelles puissances dans l'ordre international, la Chine, l'Inde, la Russie, etc. Et les événements des derniers mois entre l'Ukraine, la situation au Proche et Moyen-Orient, la situation en Afrique du Nord, en Libye en particulier, la situation au Nigeria, font que j'ai choisi d'aborder une thématique plus large, donc qui risque d'être éventuellement peut-être un peu ennuyeuse, parce qu'il y a des aspects peut-être un peu plus théoriques, mais en tout cas qui couvre aussi cette poussée que l'on appelle comme on veut, djihadisme, islamisme, etc. En tout cas, remise en question, quoi qu'il en soit, d'un ordre international, effectivement. Et plutôt, j'ai choisi de faire une série de remarques, de réflexions qui ne sont pas des réponses, parce qu'il n'y a pas de réponse à mon sens aujourd'hui toute faite, évidemment, à une situation qui est très compliquée, qui est très confuse, je pense, dans l'esprit d'abord du grand public, dans le mien aussi, mais aussi, et malheureusement, dans celui des politiques, entretenus par des médias, vous savez que c'est mon dada, mais des médias qui ne facilitent pas la compréhension des phénomènes, vu le côté approximatif et souvent à la fois généraliste et très partiel de leur présentation, de leurs analyses. Nous sommes toujours dans des demi-vérités, donc dans des demi-mensonges, avec beaucoup d'approximations. Et c'est vrai que la situation d'ensemble devient véritablement très compliquée à analyser, je dirais au jour le jour, à comprendre au jour le jour. Mais en fait, ce qui m'intéressait aujourd'hui plutôt, c'était peut-être de vous parler précisément non seulement de quelques points d'actualité qui sont importants, mais surtout du moyen et du long terme, c'est-à-dire vers quoi est-ce que nous allons aujourd'hui, avec à la fois cette émergence de nouvelles puissances dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'ordre international, avec l'affaiblissement de certaines autres puissances, et puis surtout avec l'apparition de puissances, entre guillemets, qui pour une fois aujourd'hui ne sont plus étatiques, sont à la fois les ONG, les mouvements auxquels nous sommes tous confrontés, mouvements islamistes, djihadistes, etc., et puis évidemment la finance internationale qui est aussi un acteur sans visage quelque part, c'est-à-dire non étatique, mais qui a une influence importante. Alors la première question, je pense, et c'est pour cela que j'ai appelé ça la fin de la puissance, c'est un thème aujourd'hui qui est traité, abordé, discuté en matière de relations internationales par ce que l'on appelle donc les internationalistes.
c'est la question de qu'est-ce que la puissance aujourd'hui? Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui une notion de puissance? Qu'est-ce que la puissance? Il y a eu une conception traditionnelle sur laquelle je vais revenir, mais personnellement, ça n'est pas vraiment une définition. La présentation, disons, qui me paraît la plus réaliste de ce qu'est la puissance pour des États ou pour des puissances non étatiques, c'est celle-ci, capacité de faire faire ou d'empêcher de faire. C'est un peu trivial, mais en réalité, c'est très proche de la réalité. C'est la situation qui a prévalu avec les États-Unis pendant une période, au fond, assez courte de l'histoire, c'est-à-dire dans la période post-guerre froide, pendant le moment unilatéraliste des États-Unis, où effectivement les États-Unis ont eu pendant une petite décennie, je dirais jusqu'en 2001, ont eu pendant une petite décennie entre la fin de l'Union soviétique et les attentats du 11 septembre, cette capacité de faire, c'est-à-dire d'agir, cette capacité d'obliger certains acteurs à agir, mais aussi d'empêcher certains autres acteurs de la communauté internationale d'agir. Aujourd'hui, ce moment est complètement révolu. Les États-Unis ne sont plus dans cette position d'hyperpuissance telle qu'elle avait été définie par certains analystes. Évidemment, la puissance qui a été celle des États-Unis, je parle des États-Unis puisque naturellement c'était l'hyperpuissance, il n'y en a eu qu'une jusqu'à présent, cette capacité des États-Unis ou d'une hyperpuissance, s'il devait y en avoir un jour ou une autre, en termes de masse d'armement, ça donne une capacité, en termes de puissance économique, ça donne une capacité de détruire. Ça ne donne pas, et nous l'avons vu, la capacité de triompher. Ce n'est pas parce que l'on détruit les adversaires ou l'ennemi qu'on triomphe. On l'avait déjà vu avec la guerre du Vietnam, c'était une évidence, mais je dirais l'histoire s'est accélérée sur ce plan-là avec les guerres d'Irak, la guerre d'Afghanistan, la situation en Libye, la situation aujourd'hui en Syrie, j'y reviendrai plus longuement. D'une manière générale, aujourd'hui, l'hyperpuissance, telle qu'on la concevait de manière traditionnelle, ne permet plus de triompher contre un ennemi. Autrefois, nous étions dans des logiques étatiques pendant des siècles, depuis les traités de Westphalie, nous étions dans des logiques étatiques où nous avions des États face à face avec des alliances d'États, des groupes d'États qui, finalement, étaient dans une confrontation étatique permanente, donc puissance contre puissance, le jeu étant toujours d'avoir une puissance supérieure à celui de son ennemi ou de bloc étatique qui se trouvait en face. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. En réalité, ce que l'on découvre petit à petit, et ça avait été théorisé dans d'autres siècles, à l'époque du philosophe anglais Thomas Hobbes, qui disait au fond, lorsqu'un acteur, un ennemi se détourne de la norme, à ce moment-là, la puissance perd sa pertinence. C'était sa formule. Et effectivement, c'est ce que l'on constate aujourd'hui lorsque nous sommes dans un ordre international réglé par des résolutions, des textes, des conventions, etc. Finalement, la norme est censée s'appliquer à tout le monde de manière globale, de manière générale, de manière égale, ce qui n'est pas le cas, j'y reviendrai. Mais dès lors que, effectivement, des acteurs ne croient plus dans le système international, ils se détournent de ces normes. Ça peut être le cas de l'Iran, par exemple, avec le nucléaire, ou du Pakistan et de l'Inde aussi, dans le dossier nucléaire, puisqu'ils ont construit leur puissance nucléaire en dehors des traités internationaux. Lorsque ces acteurs s'écartent de la norme, alors la situation devient extrêmement complexe à gérer pour les États parce qu'ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus de références, ils n'ont plus de moyens de gérer cet écartement de la norme. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, et nous l'avons vu avec les dernières guerres, toute initiative de puissance de la part de celles qui sont encore appelées des puissances, donc les États-Unis ou certains pays européens, ou la Russie ou la Chine, toute initiative de puissance, en réalité, est génératrice de désordre. Elle crée davantage de désordre qu'autrefois, elle ne créait des normes et un ordre nouveau. Aujourd'hui, ces initiatives provoquent des désordres. Nous l'avons vu de manière extrêmement claire dans le cas de la Libye. On a un exemple, un cas d'école formidable en matière de relations internationales, où nous avions un quasi-État, je dirais un quasi-État, puisque la Libye était disons, un organisme étatique un peu complexe qui ressemblait à un État sans l'être tout à fait, mais c'est un autre sujet. Bref, nous avions un quasi-État. Le quasi-État a été renversé, ses dirigeants ont été renversés et assassinés, et aujourd'hui, nous avons un chaos total, absolu, dans le cas de la Libye, dont personne ne sait comment sortir, personne ne sait comment le gérer, avec des menaces nouvelles qui ont émergé de ce chaos, parce que précisément,
Nous n'avons plus affaire en Libye à un État, il n'y a plus d'État en Libye, comme vous le savez, la capitale même de la Libye est contrôlée par une milice et les dirigeants légitimes au sens des élections sont réfugiés à Tozeur. Donc le résultat, c'est qu'effectivement, l'initiative de puissance qui a été celle de l'OTAN, en l'occurrence ici, de l'Europe et des États-Unis essentiellement, avec quelques pays arabes, a créé en fait un désordre et une contestation de cet ordre international majeur. Ce qui signifie une déstabilisation encore plus importante que ne l'était le risque que représentait par exemple un régime Kadhafi ou dans une époque précédente un régime Saddam pour l'ensemble de la région dans laquelle il était. Au fond, les interventions, par exemple en Irak, l'intervention s'est faite parce que le régime Saddam représentait, disait-on, une menace pour l'ordre régional, pour la stabilité régionale. Aujourd'hui, nous sommes dans un chaos que vous connaissez, je n'ai pas besoin de le détailler, il suffit de regarder la télévision tous les jours. Donc, en réalité, cette puissance telle qu'elle existe encore, et donc celle des États-Unis, celle de quelques grands États, elle peut continuer à avoir cette illusion que sa puissance, la force repose sur la puissance militaire ou sur le poids économique ou sur la gestion, même d'une certaine manière, je dirais la manipulation des organisations internationales et de l'ONU en particulier. Mais la réalité, c'est que ces puissances sont totalement démunies aujourd'hui face à ce qui est en réalité une contestation, et c'est un mot, c'est un euphémisme, une contestation majeure issue des sociétés essentiellement des pays en voie de développement, mais pas seulement, puisque nous voyons des contestations dans nos propres sociétés sur lesquelles je vais revenir. En réalité, 1991, c'est-à-dire la fin de l'Union soviétique, l'effondrement de l'Union soviétique, marquait pour beaucoup d'analystes, et en particulier un certain Francis Fukuyama, que vous connaissez sans doute, qui a écrit La fin de l'histoire, marquait normalement la fin de l'histoire, c'est-à-dire l'effondrement de l'Union soviétique, c'était la victoire des États-Unis, c'était la victoire du modèle capitaliste, libéral, et du modèle démocratique sur le plan politique. Le résultat, en réalité, c'est que cet effondrement a donné naissance à une unipolarité, donc celle des États-Unis, qui s'est rapidement transformée en une unilatéralité, c'est-à-dire des actions unilatérales menées par l'hyperpuissance, qui était devenue seul acteur majeur de la communauté internationale par rapport à l'Union soviétique. Et en réalité, cet acteur, et c'est le propre de la puissance, cet acteur devenu seul au cœur des débats de la communauté internationale, cet acteur est devenu la cible de toute contestation venue de partout, qu'elle vienne de l'islam, qu'elle vienne même de l'Europe par période, on l'a vu avec la guerre en Irak, qu'elle vienne de la Russie, qu'elle vienne de la Chine ou de certains pays asiatiques. En réalité, cette puissance américaine a cristallisé sur elle, pendant une décennie, toutes les contestations qui émanaient des États et des sociétés, avec les conséquences que l'on connaît. En réalité, normalement, et dans la logique, l'analyse traditionnelle, je dirais, politique des politologues, j'entends américains, cet effondrement de l'Union soviétique et cette unipolarité auraient dû donner naissance à un set de valeurs dites universelles qui, au fond, que tout le monde plutôt, aurait été invité courtoisement à respecter dans l'ensemble, sur l'ensemble de la planète, dans l'ensemble des cultures et des régions du monde. Le résultat, c'est que cette puissance est au contraire devenue la cible qu'il faut contester, que ce soit par des acteurs étatiques, la Corée du Nord, l'Iran, etc., que ce soit par des mouvements politiques, des mouvements religieux, des mouvements sociaux, etc. Et en réalité, le jeu de puissance auquel nous assistons aujourd'hui, la flèche s'en va, bon, c'est pas très grave, mais voilà. Oui, la situation à laquelle nous assistons aujourd'hui, en réalité, en termes de puissance, c'est qu'au fond, les adversaires de ces puissances, et j'entends par là essentiellement quelques pays de l'Union européenne, la Chine et les États-Unis, les ennemis ou les adversaires de cette puissance, leur objectif, contrairement à la version précédente des deux grandes puissances, Union soviétique et États-Unis, n'est plus de vaincre l'hyperpuissance ou les grandes puissances qui restent, et n'est plus de vaincre parce que ces mouvements ou ces sociétés savent qu'elles ne peuvent pas, au fond, détruire les États-Unis. Personne ne peut détruire les États-Unis, pas plus que, à mon avis, aujourd'hui, personne ne peut détruire la France, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Mais par contre,
il est question de montrer par un certain nombre d'actions, on le voit avec la Corée du Nord, que les puissances ne sont plus aussi puissantes qu'elles le prétendent, et donc de délégitimiser la puissance de celles qui autrefois, pour dire les choses comme elles sont, contrôlaient la planète, contrôlaient les normes, contrôlaient les valeurs et contrôlaient les ressources. Donc en réalité, le jeu aujourd'hui, il est de montrer le non-pouvoir de l'autre et non pas de vaincre l'autre. C'est ce qui pose naturellement par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons au Moyen-Orient en particulier, mais aussi dans plusieurs régions d'Afrique. C'est ce qui pose un dilemme majeur, un problème majeur aux grandes puissances, c'est qu'au fond, elles ne sont pas face à un acteur et à un adversaire qui veut les détruire au sens strict. Elles sont seulement face à un acteur qui veut montrer qu'elles n'ont plus les capacités qu'elles prétendaient avoir et qu'elles ont eues en réalité pendant 5 siècles de domination de la planète. Le résultat, c'est que l'utilisation de cette violence sociale, politique, contre ces anciennes puissances ou contre les petites puissances qui restent aujourd'hui, cette violence conduit précisément ces différents États, essentiellement États industrialisés, à petit refluer en termes d'influence, certes, mais aussi à renoncer progressivement à certaines de leurs valeurs, en tout cas des valeurs qu'elles entendaient promouvoir officiellement, même si là on peut débattre effectivement sur ces questions, les valeurs de liberté, d'égalité, de démocratie, de droits de l'homme. Aujourd'hui, nous voyons bien dans l'ensemble des pays industrialisés, en tout cas dans beaucoup de pays industrialisés, qu'il y a un réel reflux au niveau des lois, au niveau des textes. On l'a vu avec le Patriot Act aux États-Unis. Il y a des limitations des libertés, il y a des limitations donc de ce que l'on considère comme les droits de l'homme, au motif précisément que nous sommes face à une menace mortelle en réalité sur le long terme et sur le très long terme. Et donc, petit à petit, en refluant sur ces valeurs-là, sur ces normes, les puissances, les États occidentaux perdent aussi de leur légitimité par rapport à d'autres acteurs issus des pays en voie de développement qui, au fond, dénoncent aujourd'hui ce que sont devenus les États-Unis. Nous l'avons vu avec la guerre en Irak et avec la guerre en Afghanistan, avec les exactions, avec les prisons, avec les tortures, etc. Et petit à petit, au fond, il y a une délégitimation qui se transfère dans certains esprits et dans certaines populations particulièrement sensibles à cela, c'est-à-dire à l'injustice, etc., qui se transfèrent vers des mouvements du type mouvement islamiste, mouvement djihadiste, etc., qui récoltent les fruits, au fond, de cette délégitimation des États occidentaux. Aujourd'hui, en plus, compte tenu de l'importance des médias, c'est-à-dire de l'information d'une manière générale, de la, entre guillemets, transparence de l'information au plan mondial, on se rend compte aussi que le fait de ne pas respecter les droits de l'homme, en tout cas de se réclamer des droits de l'homme sans en respecter toutes les contraintes, comme l'ont fait les États-Unis sous l'administration Bush, en réalité a un réel impact sur cette légitimité, puisque tout est étalé aujourd'hui dans les médias, sur Internet, dans la presse. Il y a des procès aux États-Unis, etc. Et petit à petit, les opinions publiques s'impliquent de plus en plus dans ces mouvements de délégitimation, au fond, des puissances telles qu'elles existaient auparavant. On voit avec l'administration Obama, par exemple, qu'il y a du coup de la part de ces États qui voient bien, qui sentent la menace venir, il y a une tentative d'opter davantage pour le multilatéralisme. On a vu l'administration Obama se tourner davantage vers les Nations Unies, vers la concertation avec un certain nombre d'autres pays dits alliés, arabes, européens, etc. Il y a une évolution vers le multilatéralisme, mais en réalité, au fond, le multilatéralisme n'est que le symbole de l'échec de l'affrontement, disons, entre les États et ces menaces, puisqu'au fond, il faut recourir à des alliances. Aujourd'hui, on voit une alliance extraordinaire d'un certain nombre d'États qui sont des États majeurs sur le plan de la puissance militaire, États européens, les États-Unis, bon, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, etc., et j'y reviendrai, en termes de force militaire, contre un acteur qui s'appelle Daesh, qui s'appelle lui-même l'État islamique en Irak et au Levant, que l'on appelle Daesh. Il y a une coalition d'États formidable contre un acteur qui ne représente en réalité rien, qui est un acteur, je dirais, auto-formé, qui a un socle social populaire très limité, qui est transnational. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu, vous avez peut-être vu les derniers chiffres, il n'y a jamais eu autant d'étrangers dans des luttes non étatiques, c'est-à-dire dans des combats
que ce soit des luttes de résistance nationale ou d'autres mouvements, il n'y a jamais eu autant d'acteurs étrangers ou de membres étrangers d'une guérilla. Aujourd'hui, on dit peut-être 20 000, 25 000, 30 000, évidemment, c'est très difficile à dire. Donc, finalement, il y a une véritable ligue étatique internationale contre un acteur qui, en réalité, ne représente pas grand-chose, si ce n'est la violence de ses actions qui sont médiatisées précisément parce qu'elles lui donnent un poids, elles lui donnent le poids de la menace, je dirais, dans l'image, mais en réalité, sur le terrain, on voit bien qu'elle ne représente pas grand-chose lorsqu'elle est face à des forces qui sont capables de lui résister. Alors là, je vais venir rapidement là-dessus, même si je glisse d'un sujet à l'autre, mais aujourd'hui, ce qui était extraordinaire, précisément sur le terrain, puisqu'il faut tout de même parler de cette situation au Moyen-Orient, de Daesh, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons deux acteurs majeurs sur le terrain qui résistent sur le terrain, c'est-à-dire face à face, qui résistent à Daesh et à l'État islamique. L'un, ce sont les Kurdes, donc les différents mouvements kurdes qui luttent pour, je dirais, pour maintenir leur présence dans des zones qui sont menacées par l'État islamique. Nous l'avons vu dans le nord de la Syrie récemment, qui sont des acteurs qui sont confrontés tous les jours face à face, c'est-à-dire qui se battent avec les armes à la main contre l'État islamique et qui sont capables de faire refluer l'État islamique. Et nous avons le Hezbollah, le parti chiite libanais, le mouvement, milice, parti, on appelle ça comme on veut, mais au Liban c'est un parti politique libanais, qui, libanais soutenu par les Iraniens, si on veut être plus précis, mais libanais, qui est le seul sur le terrain, lui aussi aux côtés des Kurdes, à résister face à la pression de l'État islamique et au développement de l'État islamique. Donc en réalité, nous avons certes les bombardements américains de temps en temps, nous avons quelques bombardements français, des Mirages des Émirats arabes unis aussi, mais globalement, la lutte se fait sur le terrain, face à face, et l'on se rend compte que lorsque l'État islamique, le Daesh, est confronté à de vrais combattants sur le terrain, face à face, l'État islamique recule et perd énormément d'hommes. Et alors pour l'anecdote, je ne sais pas si vous le savez, mais il existe chez les Kurdes une brigade féminine qui est la terreur de Daesh, il y a déjà eu des attentats suicides, en tout cas des explosions sur des postes de Daesh de femmes qui se sont fait sauter et qui évidemment, le résultat c'est que les morts ne vont pas au paradis, vous savez, c'est un grave problème. Et cette brigade féminine est importante parce qu'effectivement, sur le terrain, tous les jours, elle est confrontée, elle est face, les armes à la main, à Daesh. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons d'un côté des États qui sont la France, les États-Unis, etc., qui ont pris l'habitude, à cause de nos guerres passées récentes, qui ont été des désastres, comme celle de la Libye en particulier, ou celle de l'Irak, qui n'est pas la nôtre, mais qui était la leur, qui ont été des désastres, ces États qui autrefois avaient le contrôle de la puissance, le contrôle de la force et étaient capables d'agir sur le terrain, sont devenus totalement impuissants sur le terrain, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les guerres ont été un échec monumental, on peut dire, dans le cas de la Libye et de l'Irak, qui ont déstabilisé des régions, voire un continent entier, dans le cas de l'Afrique, petit à petit. D'abord parce que c'est un échec. Deuxièmement, parce que les opinions publiques ne sont pas prêtes aujourd'hui dans ces différents pays, que ce soit l'Europe ou que ce soit les États-Unis, à avoir des soldats sur le terrain, à les combattre et mourir comme ça a été le cas en Irak. L'Irak, au fond, la guerre américaine en Irak, a détruit la capacité opérationnelle des Américains sur le terrain. C'est-à-dire aujourd'hui, les Américains peuvent appuyer sur des boutons pour envoyer des missiles, à partir du Golfe, peuvent envoyer des avions, peuvent envoyer quelques forces spéciales, mais ils ne peuvent plus envoyer des hommes face à Daesh parce que l'opinion publique américaine ne le supporterait pas. Le résultat, c'est que cette impuissance des États sur ce terrain s'est transformée en affrontement entre groupes non étatiques sur le terrain qui, au fond, défendent, et il faut le dire clairement, les intérêts des États. Je ne parle pas de Daesh, je parle des autres. Aujourd'hui, les Kurdes et le Hezbollah, concrètement, sont les défenseurs de ce que nous, c'est-à-dire nous occidentaux, d'une manière générale, nous voudrions voir, c'est-à-dire la défaite de Daesh et, on peut dire, l'extermination du mouvement Daesh, qui est un mouvement, effectivement, terroriste et d'une violence que l'on a connue. Il ne faut pas oublier qu'on a connu ça dans le passé. Ça n'est pas propre ni aux musulmans, ni aux islamistes, ni à Daesh. Il y a eu quelques autres, disons, crimes de masse massifs dans l'histoire récente, surtout au XXe siècle, mais néanmoins, ce que nous voulons, c'est la fin de Daesh. Et la fin de Daesh, aujourd'hui, elle est entre les mains de groupes qui sont des groupes non étatiques et qui, en fait, sont des sortes de matelas entre nous, États occidentaux, et ce mouvement terroriste islamiste. Donc, c'est important parce que
et là je fais une autre digression, c'est important parce que les Kurdes sont soutenus, le Hezbollah est attaqué, critiqué parce qu'il est qualifié par les États-Unis mais pas par l'Europe comme un mouvement terroriste. Officiellement il est sur la liste des mouvements terroristes. Néanmoins, le Hezbollah fait partie des instruments que nous utilisons en réalité contre la menace islamiste qui, il ne faut pas se voiler la face, la menace de Daesh est une menace pour l'Europe, c'est une menace directe. Vous avez sans doute vu qu'aujourd'hui Daesh est installé en Libye, l'Égypte a bombardé aujourd'hui une région tenue par Daesh en Libye. La Libye, c'est en face de l'Italie, c'est le continent européen. Donc toute installation et développement des bases djihadistes en Libye, ce qui est déjà le cas dans une partie du pays, mais si elles se structurent, deviendront une menace mortelle pour l'Europe. C'est à mon avis déjà le cas, mais c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés d'avoir recours, en réalité pour nous défendre, d'avoir recours à des mouvements qui sont des mouvements non étatiques, que l'on ne soutient pas officiellement, puisque dans le cas du Hezbollah, alors les Kurdes, on leur a livré des armes, mais le Hezbollah, on ne le soutient pas parce que on n'aime pas le Hezbollah d'une manière générale, je veux dire en Occident, pour des raisons historiques, etc. Néanmoins, nous avons besoin d'eux aujourd'hui. Le résultat de cette situation, au fond, c'est que si autrefois, cette notion de puissance, alors je ne sais plus où j'en suis dans les... Si autrefois, dans la notion traditionnelle de la puissance, nous avions essentiellement ces éléments-là, c'est-à-dire pendant 4 siècles, 5 siècles, disons, 4 siècles et demi après les traités de Westphalie, la puissance était considérée à travers le territoire, la démographie, le contrôle des étendues maritimes, la puissance militaire et le poids économique, pour schématiser. Il y a quelques autres facteurs, mais c'était essentiellement ça. Aujourd'hui, en réalité, enfin aujourd'hui, ces dernières décennies, nous avons découvert que, en fait, le territoire n'était plus vraiment un besoin en termes de puissance. J'entends, pour exprimer sa puissance, on n'a plus besoin de territoire. Il y a un auteur américain qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Imperialism without colonies », c'est-à-dire effectivement l'impérialisme sans les colonies. À l'époque, 18e, 19e siècle, les puissances européennes n'imaginaient pas de pouvoir être des puissances impériales dans le sens exploitation des ressources, contrôle des contrôles de pays et de peuples lointains sans contrôler le territoire. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, il n'est plus besoin de contrôler des territoires pour contrôler des populations ou des mouvements ou des opinions politiques. Sur le plan de la démographie, il est évident que petit à petit, le poids de la démographie s'est transformé plutôt aujourd'hui en un handicap, en un fardeau, davantage qu'en un avantage. Évidemment, autrefois, à l'époque des guerres napoléoniennes, la puissance démographique était importante, vu les dégâts qu'il y avait sur le terrain, puisqu'on envoyait les armées face à face. Aujourd'hui, à partir du moment où nous sommes dans l'océan Indien, on appuie sur des boutons pour envoyer des missiles, on a besoin de nettement moins d'hommes sur le terrain. Le résultat, c'est qu'effectivement des pays, si l'on prend l'Inde et la Chine, qui représentent 2,5 milliards à peu près d'hommes à eux deux, aujourd'hui ont un poids considérable qui est la démographie. La démographie est un véritable frein, un véritable handicap, même si un pays par rapport à l'autre s'en tire, à mon avis, bien mieux que l'autre. Donc d'une manière générale, le contrôle des étendues maritimes aujourd'hui, c'est devenu non pas non pertinent, mais en tout cas son importance est considérablement réduite, et en particulier si l'on parle de la région eurasiatique, c'est-à-dire aujourd'hui l'Eurasie, c'est-à-dire de la Chine, de la Corée plus exactement, Corée-Chine jusqu'à la Bretagne et au Portugal. Aujourd'hui nous avons un continent, et en réalité les grands mouvements aujourd'hui qui se préparent, les grands mouvements stratégiques qui se préparent en particulier chez les Chinois et les Russes, mais je sais que du côté français on y est attentif, en fait ce sont des mouvements terrestres aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la construction des infrastructures terrestres, des infrastructures routières, ferrées, des pipelines, des oléoducs et des gazoducs sur le continent eurasiatique qui en fait doit réduire la fragilité au fond géopolitique que représentent les espaces maritimes qui aujourd'hui sont les détroits de Malacca, etc., qui sont difficiles à contrôler et surtout qui sont contrôlés essentiellement par un acteur, en l'occurrence aujourd'hui les États-Unis. Donc les espaces maritimes n'ont plus du tout, même s'il y a une croissance, un développement de la puissance maritime chinoise, ils n'ont plus du tout la même importance en termes de puissance qu'ils représentaient au XIXe siècle.
La puissance militaire, évidemment, elle est importante et on voit l'évolution constante du budget militaire à la fois des États-Unis et de la Chine, mais aussi marginalement du Japon et de l'Inde. Mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, la puissance militaire a clairement démontré qu'elle était incapable de résoudre les conflits. Elle est capable de détruire des ennemis, elle est capable de détruire au moins partiellement, je dirais, des ennemis, mais aujourd'hui, on ne résout plus un problème, un conflit, un dossier international par l'intervention militaire. Certains continuent à le croire, ou certains l'ont cru jusqu'à une période récente, donc on l'a vu en Libye, on l'a vu en Irak, et puis on a vu tout de même que l'affaire libyenne, l'échec consternant de la guerre en Libye, a considérablement limité les velléités guerrières, je dirais, sur un dossier comme la Syrie, des acteurs qui ont les moyens d'intervenir militairement, effectivement, c'est-à-dire les Européens, les Américains essentiellement, voire les Russes, mais ils ne sont pas tout à fait dans le même camp sur ce plan-là. Donc, d'une manière générale, on voit bien que cette puissance militaire s'essouffle et qu'aujourd'hui, la dissuasion nucléaire ne sert à rien, en réalité, en tout cas, elle ne sert, disons, plus à grand-chose. C'est une arme de destruction massive de dernier recours, c'est-à-dire quand il n'y a vraiment plus d'autres solutions, alors on peut avoir recours, et encore, à l'arme nucléaire. Elle a une importance pour les États qui ne sont pas encore des États nucléaires. Si l'on prend le cas de l'Iran, par exemple, l'Iran n'est pas encore une puissance nucléaire, mais il a de bonnes raisons de vouloir en devenir une, même si officiellement ça n'est pas le cas. Il a de bonnes raisons, tout simplement parce qu'aujourd'hui, en termes de dissuasion par rapport au Pakistan d'un côté, à Israël de l'autre, évidemment, moi je serais dirigeant iranien, j'irais plus vite que, à vrai dire, je construirais une puissance nucléaire tout de suite. Parce qu'effectivement, ils sont face à deux adversaires qui sont des adversaires assez résolus. Et donc, dans un cas comme ça, la puissance nucléaire peut rester un élément de marchandage, je dirais, de la puissance. Il est clair qu'aux États-Unis, entre les États-Unis et la Russie, par exemple, aujourd'hui, l'arme nucléaire n'a plus vraiment d'intérêt, en réalité, en termes de puissance. Ça ne sert plus à grand-chose. Donc, cette puissance militaire, elle devient de plus en plus inopérante pour construire sa puissance ou pour développer sa puissance face à cette émergence donc des mouvements que j'évoquais tout à l'heure. Évidemment, le poids économique, c'est tout de même ce qui reste, un des attributs importants de la puissance. On le voit avec la Chine. Aujourd'hui, pourquoi la Chine est dans une phase d'émergence croissante, constante, en termes de puissance, essentiellement pour des raisons économiques et non pas pour des raisons militaires précisément. La Chine aujourd'hui est un petit joueur par rapport aux États-Unis sur le plan militaire, mais étant la deuxième économie mondiale au moins officiellement, elle est un acteur de poids majeur dans la société internationale parce que l'économie joue encore un rôle important. Mais aujourd'hui, l'ensemble de ces critères, en tout cas, ne suffirait plus à constituer une véritable puissance ou une véritable hyperpuissance. Alors, maintenant, ce que j'ai évoqué en dessous, donc vous connaissez ces différentes théories, en tout cas surtout celle du soft power et du smart power, je suppose. Donc, le hard power, c'est évidemment la puissance militaire brute et sauvage, celle qui était au fond celle du 19e siècle, je dirais quelque part, mais aussi d'une partie du 20e siècle, la première moitié du 20e siècle. Et puis, c'est développé ce qu'un auteur américain, Joseph Nye, a appelé le soft power. Le soft power étant la capacité d'atteindre des buts, faire ce que je disais tout à l'heure, d'atteindre un certain nombre de buts et sans contraindre ses partenaires ou ses adversaires en les amenant à là où l'on veut les amener, pour schématiser les choses. C'est le soft power. Le soft power, c'est évidemment à la fois la capacité de négociation diplomatique, c'est l'économie. L'économie, en réalité, est considérée comme du hard power, mais elle est utilisée comme du soft power, c'est-à-dire comme un marchandage. On l'a vu par exemple, si vous vous souvenez, au moment de la guerre d'Irak en 2003, il y a eu une compétition féroce entre la France et les États-Unis pour le vote au Conseil de sécurité. Et les deux pays ont fait le tour des membres du Conseil de sécurité dans les pays en voie de développement en proposant des enveloppes à celui qui donnerait la plus grosse pour avoir le vote aux Nations Unies. Donc la puissance économique reste un outil important en matière de soft power. Mais le fond du soft power, jusqu'à présent en tout cas pour les États-Unis, c'était naturellement le cinéma, même si ça paraît complètement anecdotique, mais le cinéma américain a façonné des générations à la fois, j'allais dire, de penseurs et les opinions publiques dans les pays en voie de développement comme dans les pays développés. Par exemple, la production américaine de cinéma représentait l'année dernière, en 2013, je ne sais plus, 6% de la production mondiale, mais 50% de la diffusion mondiale à l'échelle de la planète.
Donc, vous voyez le décalage qu'il y a entre la capacité réelle de produire du cinéma et l'influence réelle que l'on a. Sachant, et vous le savez certainement, ce n'est pas un mystère, ça passe dans la presse régulièrement, que tous les films, par exemple américains, quelle que soit leur taille, que ce soit des petits films ou des blockbusters, comme on dit, tous les films américains qui évoquent la politique extérieure des États-Unis ou les questions de services secrets, de complots, etc., sont visionnés par la CIA avant passage et doivent recevoir le feu vert de la CIA. Donc il y a le droit de demander à retirer un certain nombre de passages, etc. Donc c'est délibérément un outil du soft power américain, de la puissance américaine jusqu'à présent, qui a bien fonctionné, on peut dire, depuis 1945. Vous savez, et peut-être je l'ai dit ici, je ne me souviens plus, j'ai une mauvaise mémoire, vous savez qu'en 1946-47, lorsqu'il y a eu les négociations sur le plan Marshall entre l'Europe et les États-Unis, le point d'achoppement entre la France et les États-Unis a été le cinéma, puisque les États-Unis exigeaient, en contrepartie de leur investissement, exigeaient la liberté totale de diffusion du cinéma américain. C'est tout de même intéressant et symptomatique, sachant qu'il y avait beaucoup d'autres choses à négocier à l'époque, mais que le point central sur lequel les États-Unis ont fait une fixation, et à vrai dire la France aussi, a été le cinéma. Vous savez peut-être aussi que la Belgique, jusqu'en 1973, si ma mémoire est bonne, n'a pas eu le droit de faire son propre cinéma, de produire des films à cause du plan Marshall, parce qu'elle avait signé, elle avait accepté le fait qu'elle ne produirait jamais de films après 1945. Donc j'insiste un peu là-dessus, mais parce que ça a été, en tout cas, pendant des décennies réellement déterminant dans la vision du monde que les États-Unis ont cherché à donner. Le Coca-Cola, c'est resté anecdotique, puisqu'effectivement, je pense que les terroristes du 11 septembre buvaient tous du Coca-Cola et mangeaient des McDo, mais ça ne les a pas empêchés d'envoyer les avions sur des tours. Donc ça, c'est plutôt dans l'imaginaire plus que dans l'influence réelle. Quoi qu'il en soit, ce soft power, aujourd'hui, on le voit depuis une dizaine d'années, est en régression du côté américain à cause notamment de la politique de l'administration Bush. Il est clair que les deux mandats de George Bush ont largement entamé le crédit en termes de soft power des États-Unis et la capacité des États-Unis à convaincre ses partenaires ou ses adversaires d'aller dans la direction qu'ils leur indiquent. Ce qui a donné naissance, toujours avec le même Joseph Nye, à un nouveau concept après le soft power, qui est celui du smart power. Le smart power étant quelque chose entre le soft power et le hard power, c'est-à-dire la nécessité pour les États-Unis de se recréer une légitimité internationale fortement affectée. Joseph Nye en avait tout à fait conscience, comme beaucoup de dirigeants américains, fortement affectés. Donc, c'est d'un côté, effectivement, cette tentative de continuer à négocier, discuter, convaincre, etc., mais la capacité aussi, quand c'est nécessaire, d'utiliser la force brute pour convaincre les récalcitrants à aller dans la direction qui leur est indiquée. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette période de soft power. Il est intéressant de voir que les Chinois, par exemple, parce que c'est quand même l'autre grande puissance, j'en parlerai en gestation, les Chinois sont un peu en retard sur ce plan-là, parce qu'ils sont en ce moment totalement focalisés sur le soft power, alors que nous sommes déjà au smart power. Donc eux essayent de se construire un soft power qui, aujourd'hui, à mon avis, leurs résultats ne sont pas très très brillants, parce que pour eux, le soft power, c'est essentiellement la culture chinoise, c'est-à-dire le Taiji-Chuan, les instituts Confucius, etc. Et le soft power, évidemment, ça n'est pas ça. Le soft power, ça n'est pas, et ça c'est le problème du Parti communiste chinois, ça n'est pas une décision que l'on prend au sommet de l'État ou du parti en disant voilà, nous allons construire du soft power. Ça ne se fait pas comme ça. Le jazz, c'est du soft power du côté américain, et personne n'a décidé un jour que le jazz allait être un instrument des États-Unis dans son soft power. Donc les Chinois qui sont très hiérarchisés, compte tenu évidemment du poids du Parti communiste chinois, sont encore dans cette logique de soft power, alors que nous sommes déjà beaucoup plus loin. Le résultat, donc pour revenir, parce que j'ai fait une digression à cette question d'unipolarité et d'unilatéralité, donc l'unipolarité américaine a engendré cette unilatéralité, cette volonté des Américains, cette capacité des Américains à s'affranchir à la fois des normes internationales, on l'a vu dans le cas de l'Irak, des normes internationales, et aussi de l'avis de ses partenaires, on l'a vu là aussi dans le cas de l'Irak. L'Afghanistan, c'était au moins, il y avait un consensus, l'Irak était sur ce plan-là catastrophique. Donc cet unilatéralisme a généré, s'est transformé plus exactement en une réaction, je dirais, majeure, à la fois d'un certain nombre d'États, mais aussi d'un certain nombre d'opinions publiques et de sociétés.
Et donc, le résultat a été aussi d'enclencher des processus déviants par rapport aux normes, ce que j'évoquais tout à l'heure, par rapport aux normes internationales, que ce soit la Corée du Nord qui est revenue en arrière sur le traité qu'elle avait signé de dénucléarisation, que ce soit l'Iran, que ce soit même la Syrie dans une période précédente. Bref, un certain nombre d'États ont décidé que les normes internationales ne pouvaient plus s'appliquer à elles. Alors pourquoi à eux, pardon? Pour quelles raisons? Et là, on touche un des points centraux de cette question de la puissance et de l'influence. Pour quelles raisons? Parce que beaucoup de peuples, et il faut voyager dans les pays en voie de développement, mais aussi même dans certains pays, par exemple en Europe orientale, pour se rendre compte que beaucoup de peuples, en fait, considèrent que la domination, la gestion des affaires internationales par les puissances occidentales est totalement injuste, de manière générale. En tout cas, qu'elle ne sert que les intérêts des puissances occidentales, et on le voit sur un certain nombre de dossiers. On a eu l'accord multifibre, etc. On a eu un certain nombre de cas dans l'histoire. Et le résultat, c'est qu'effectivement, un certain nombre de pays, on le voit aujourd'hui avec la Russie, dans le cadre de l'Ukraine et sa relation avec la Chine, un certain nombre de pays commencent à former des alliances qui sont peut-être un peu mouvantes pour le moment encore. On le voit avec l'Organisation de coopération de Shanghai, mais qui sont quand même au fil du temps en train de prendre forme pour contester cet ordre international. Du côté des États-Unis, on a pris rapidement conscience effectivement que cette unipolarité générait des difficultés encore plus grandes pour les États-Unis et que donc il fallait surtout se trouver un adversaire, se trouver un ennemi, parce qu'en réalité, dans une stratégie internationale, ce n'est pas seulement parce que ce sont les États-Unis, entendons-nous, ça aurait été le même cas si l'URSS avait été dans cette position. Sur le plan des relations internationales, effectivement, et des stratégies internationales, le seul moyen de fédérer des alliances autour de soi et de se donner une légitimité, c'est d'avoir un ennemi clairement défini. Et un ennemi qui, évidemment, ne partage pas un certain nombre des valeurs que vous êtes censé, je dis bien censé, essayer de promouvoir dans la communauté internationale. Le premier choix des États-Unis, et ça a été celui de George Bush juste avant son élection, quand il était encore candidat, en 2000, le premier choix, ça a été la Chine. C'était évidemment le plus facile. La Chine était une puissance émergente, communiste, athée, comme disait George Bush, donc nécessairement l'ennemi défini, clairement défini des États-Unis, qui allait pouvoir justifier des alliances avec d'autres pays, mais aussi les critiques en matière de valeurs, droits de l'homme, démocratie, etc. Mais en même temps, la Chine, et ça c'était le dernier mandat de Bill Clinton, la Chine était devenue entre-temps un partenaire économique majeur, un partenaire dont les États-Unis ne pouvaient pas se passer sur le plan économique, c'est évident, il suffit de demander aux industriels américains. Ce partenaire-là était devenu en quelques années, au fond, davantage un partenaire complémentaire sur le plan économique qu'un ennemi au sens de l'URSS, au sens de la contestation idéologique, de l'affrontement idéologique, etc. Et le 11 septembre 2001 est arrivé à point pour mettre un terme à cet engrenage contre la Chine, même si les relations sont souvent compliquées, mais c'est un autre débat, j'en parlerai l'année prochaine, avec la Chine, mais est arrivé quelque chose d'inespéré, en tout cas on peut le souhaiter, d'inespéré, qui a été le terrorisme islamiste et qui avait cet avantage de pouvoir fédérer tous les États industrialisés, les sociétés développées contre lui. C'était une évidence, on l'a vu en Afghanistan, ça a très bien fonctionné, la guerre d'Afghanistan a été soutenue par tout le monde, d'est en ouest sur la planète. Deuxièmement, d'être une force justement non étatique, donc très diffuse, dont il est impossible de dire si un jour ou l'autre nous allons en sortir, même si certains font des projections sur 50 ans. Aujourd'hui, bien malin celui qui peut dire où en sera le terrorisme islamiste, le djihadisme et l'État islamique dans 50 ans. L'État islamique, j'espère qu'il aura disparu, mais en tout cas le phénomène dans 50 ans n'aura certainement pas disparu. Donc c'était un adversaire, un ennemi sur le long terme qui avait l'avantage, comme toujours, de fédérer les alliances, de justifier la puissance militaire, les investissements dans la croissance de la puissance militaire américaine et surtout de marquer des valeurs dites universelles, encore une fois, face à celles, évidemment, des terroristes islamistes. Donc, au fond, les États-Unis ont trouvé vous savez qu'à l'époque, lorsqu'on parlait de l'URSS, les États-Unis parlaient du monde libre, donc ils étaient les défenseurs du monde libre. Aujourd'hui, si vous lisez les textes, ils sont, pas seulement eux, parce que c'est vrai en Europe aussi, les défenseurs du monde civilisé.
C'est intéressant, la notion de civilisation, tout de même, de le remarquer pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, parce que là, nous faisons un retour en arrière d'un siècle sur la civilisation. Qu'est-ce que c'est que la civilisation? C'est intéressant. Je ne dis pas que Daesh, ils sont civilisés, mais je parle même des mouvements islamistes dans leur ensemble. C'est intéressant de voir qu'en termes de discours, nous sommes en train de régresser à une période qui était quand même la période coloniale, en termes de civilisé, de non civilisé. Je ne sais pas si vous vous souvenez Clémenceau dans son discours à la Chambre contre Jules Ferry, qui disait à l'époque, quand j'entends le terme civilisé aujourd'hui, je me sauve en courant, depuis que j'ai appris que les Allemands disaient que nous n'étions pas civilisés. C'était en 1897, si ma mémoire est bonne, peut-être je me trompe. Donc la notion de civilisation, c'est tout de même un concept assez difficile à manier, c'est un peu de la guimauve. Le monde libre, c'était quand même assez aussi difficile à manier, mais alors là, on a franchi un véritable cran. Et surtout, et encore une fois, ce qui est important, c'est qu'avec ce type de discours, nous régressons, même en termes de valeurs, c'est-à-dire en termes d'affichage des valeurs. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les questions de droits de l'homme, etc. À chaque pas que nous faisons, pour lequel nous concédons effectivement une victoire à l'ennemi, clairement, c'est-à-dire à l'ennemi qui, lui, est un ennemi terroriste, à chaque pas que l'on fait, en réalité, on crée un terreau fertile pour lui, pour de nouveaux acteurs. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe chez nous. Alors, cette nouvelle approche de la puissance, donc ces évolutions de la puissance, elles ont entraîné un certain nombre de phénomènes dont on ne mesure évidemment pas encore complètement les conséquences. D'abord, nous sommes sortis, la logique de puissance est sortie des logiques interétatiques, ce que j'évoque depuis tout à l'heure, et ça c'est important, c'est-à-dire qu'en réalité, les sociétés qui étaient largement absentes pendant des siècles, les sociétés en fait n'étaient que l'outil, l'instrument de la nation ou de l'État, selon les cas. Aujourd'hui, les sociétés ont fait irruption dans l'ordre international par différents canaux, comme je disais tout à l'heure, les ONG, la puissance financière, les mouvements islamistes et autres, et d'une manière générale, cette société qui émerge a engendré une violence non étatique dans cette société internationale qui aujourd'hui pose ce problème de contrôle. C'est-à-dire aujourd'hui, les États ne sont plus capables de contrôler ce type de violence. Et on le voit chez nous aujourd'hui, même avec ces opérations antiterroristes en France, etc. C'est bien, mais en réalité, pour le moment, nous ne contrôlons rien. Nous faisons, je dirais, du bricolage, on remplit quelques cases à droite à gauche, mais en réalité, c'est extrêmement difficile de contrôler ces phénomènes parce que nous avons affaire à des individus éclatés, à des acteurs, disons, de la société qui quelquefois sont en connexion entre eux, quelquefois ne le sont pas et qui peuvent prendre des décisions unilatérales, tout seuls. Ils peuvent décider effectivement d'un attentat, même si ça demande un certain nombre de moyens, mais il y a aussi des choses très simples. Et cette violence donc, que l'on voit, elle se cristallise, et ça c'est le problème aujourd'hui des sociétés européennes en particulier, elle se cristallise sur quoi? Sur en réalité la non-intégration dans nos sociétés, non-intégration d'un certain nombre d'individus, peu importe qu'ils soient. Et alors je fais là aussi une digression, ils ne sont pas tous musulmans, c'est-à-dire ceux qui partent en Syrie, vous le savez, il y a eu des enquêtes récentes faites par le CNRS, ils ne sont pas tous musulmans, très loin de là, ils viennent de familles athées, de familles catholiques, de familles souvent non pratiquantes, pas du tout religieuses. Donc le phénomène n'est pas seulement un problème islamiste dans ce sens-là. L'islamisme de Daesh, ça n'est que le pôle d'attraction d'individus qui sont en mal de société quelque part. Le problème, effectivement, c'est cette violence-là, qui est une violence issue des malaises sociaux. Comment est-ce que les sociétés européennes, la majorité des sociétés européennes, qui sont dans une situation économique extrêmement difficile et sociale extrêmement difficile, comment est-ce que nous allons pouvoir affronter ce phénomène-là, qui, encore une fois, Daesh n'est que l'épiphénomène en réalité. En réalité, quelqu'un disait, je ne sais plus qui, un philosophe, disait dans les années 70, nous étions d'extrême gauche comme eux sont aujourd'hui djihadistes. Effectivement, c'est une contestation d'un ordre, d'un problème social, etc. Le résultat, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dedans des islamistes qui ont étudié un minimum le Coran. Ce n'est pas la majorité d'entre eux, mais il y en a qui ont lu. Mais dans l'ensemble, en fait, ces individus sont des individus qui sont perdus, qui sont paumés pour des raisons X ou Y. Et c'est important. Il y a eu un article dans la presse là-dessus, une interview plutôt intéressante qui rappelait qu'effectivement, si vous prenez le cas des attentats en France,
Les attentats qui ont été commis contre Charlie Hebdo sont le fait de jeunes d'origine maghrébine nés en France, ou maghrébine ou nés en France, mais que celui qui a sauvé des juifs dans le magasin Cacher est un Malien, donc musulman, mais grandi au Bled. Il est arrivé à 20 ans en France. Il n'a pas grandi en France dans une banlieue française, ou en tout cas dans la société française. Ça pose une vraie question. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est musulman, peut-être pas très pratiquant, mais les Maliens sont quand même plutôt assez pratiquants. Pourquoi lui sauve des juifs, comme il dit, mais de toute façon ce sont des hommes, et pourquoi les autres, qui sont eux, issus de notre propre société, commettent des attentats comme on l'a vu. Donc, il faut, je crois que ce qui apparaît dans ce paysage médiatique en ce moment, qui est assez... Personnellement, je trouve ça terrifiant, et surtout les commentaires en dessous, dans les journaux, dans les articles, tous les commentaires des lecteurs sont terrifiants. On essaye, effectivement, on essaye ou pas, d'ailleurs, ça n'est pas nécessairement une démarche consciente, mais il y a un brouillage de l'information, un brouillage de la problématique elle-même. Aujourd'hui, se concentrer sur l'islamisme en France, ou sur l'islam des mosquées, etc., ou l'islam des banlieues, c'est un épiphénomène, là encore. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a un problème avec certains islamistes que nous avons fait venir, ou que nous avons acceptés, notamment ceux qui viennent du Golfe, mais aussi ceux qui viennent d'Algérie chez les imams, ou de Turquie. Mais néanmoins, le problème fondamental n'est pas là. Le problème fondamental, il est pourquoi est-ce que ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, rejoignent des mouvements comme Daesh, les mouvements djihadistes, dont on voit la violence sur Internet, et donc c'est aussi la violence qui les attire, c'est le pouvoir, c'est un rapport au pouvoir. Ça n'est pas seulement une question de religion, je pense qu'il y en a, la majorité d'entre eux sont incapables de savoir où se trouve la Mecque quand ils prient. Mais par contre, eux savent qu'ils ont besoin de pouvoir, ils ont besoin d'exister, ils ont besoin de s'exprimer. Alors c'est un peu une digression, mais je pense que c'est vraiment très important sur le moyen terme et sur le long terme de comprendre cet aspect-là et de l'accepter aussi, si l'on veut arriver à sortir de cette logique qui, encore une fois, embrouille les esprits sur à quoi est-ce que nous sommes réellement confrontés aujourd'hui. L'autre point dans les conséquences, c'est que la logique guerrière qui a été celle de certains États européens, pas tous, et des États-Unis dans les 10 dernières années, entre l'Irak, mais surtout avec la Libye et la Syrie, a donné un formidable coup de fouet à ces logiques identitaires, identité religieuse, identité culturelle, peu importe, mais en tout cas a considérablement renforcé ces phénomènes identitaires, tout simplement parce que, et on le sent très clairement dans l'ensemble des pays arabes, et pas seulement les pays arabes, disons, sous-développés, parce qu'en voie de développement, c'est quelquefois un peu excessif, mais sous-développés ou bien dans les monarchies du Golfe, on a effectivement un sentiment de persécution aiguë, un sentiment d'injustice aiguë de la part des populations ordinaires. Je ne parle pas des dirigeants qui savent très bien où ils sont, ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ont commis comme erreur et comme crime, mais les opinions publiques, les plus opinions publiques moyennes, elles ont ce sentiment d'injustice dans l'ordre international qui fait qu'effectivement, d'un côté, tous les musulmans, si l'on parle du monde arabe et de l'islam, tous les musulmans ne soutiennent pas Daesh, mais ils ont beaucoup de difficultés à se manifester, à s'exprimer dans les rues, par exemple, comme ils ont pu le faire contre Israël ou contre les États-Unis, contre Daesh, tout simplement parce qu'ils ont le sentiment que Daesh est assimilé aux musulmans et qu'au fond, c'est eux qui sont aussi visés quand on parle de Daesh. On voit beaucoup de musulmans dans tous les pays, en tout cas nous fréquentons beaucoup le monde arabo-musulman, on voit beaucoup de musulmans qui évidemment n'ont rien en commun avec Daesh, non seulement rien en commun, mais dénoncent, y compris, et ça n'est pas souvent dit clairement, en tout cas pas assez clairement dans les médias, qui dénoncent ouvertement ce qu'est Daesh et qui dit, il y a eu des théologiens musulmans de différents pays, sont 80 ou 120, je ne sais plus, qui ont fait une lettre ouverte à Daesh en disant « Voilà pourquoi vous n'êtes pas l'islam. Voilà pourquoi tout ce que vous faites aujourd'hui n'a rien à voir avec l'islam parce que c'est condamné à dans telle et telle condition. » Et ça, là encore, comme il y a une instrumentalisation du sensationnel médiatique chez nous, il n'y a pas de visibilité pour ce genre de texte. À vrai dire, ce texte est paru, en tout cas a été cité dans le Figaro une fois. Personnellement, je ne l'ai vu dans aucun autre quotidien ou journal français, et c'est un peu dommage, parce qu'effectivement, on dit toujours, mais où sont les musulmans? Ben voilà où ils sont. Des théologiens majeurs, y compris le recteur de la mosquée Al-Azhar au Caire, qui est le numéro 1, l'islam sunnite, se sont exprimés en disant, mais ces gens-là n'ont rien à voir avec nous. Donc on peut les appeler comme on veut, mais certainement pas des musulmans. Alors des islamistes sans doute, puisqu'ils prétendent être islamistes, mais certainement pas des musulmans. Donc,
Cette logique guerrière, et j'ose espérer que la Syrie, c'est-à-dire la guerre en Syrie contre le régime Assad, je ne parle pas de contre Daesh, j'ose espérer que ça a été la dernière, que la Libye donc a été la dernière étape dans cette logique guerrière, et que c'est pour cela que nous ne sommes pas passés à l'étape syrienne. Aujourd'hui, nous voyons quand même en Syrie, sur ce plan-là, en matière de logique guerrière, des choses assez étranges. Et vous pouvez aller le vérifier parce que quand je dis ça, en général, on saute au plafond. Aujourd'hui, vous avez, donc, vous voyez la Syrie, comment c'est. Vous avez Syrie, Liban, Israël, et puis vous avez le plateau du Golan, qui est un territoire annexé en violation des résolutions pertinentes des Nations Unies de 1973, donc qui a été annexé par Israël. Et sur ce territoire, à la marge de ce territoire, vous avez ce qui s'appelle le front Al-Nosra, qui est la branche syrienne de Al-Qaïda, qui est ouvertement la branche syrienne de Al-Qaïda. Et le front Al-Nosra est adossé au plateau du Golan, donc aux forces israéliennes, et en face de lui, il a les forces syriennes, donc de l'État syrien, de Bachar al-Assad. Et aujourd'hui, Israël, ça vient d'être cité la semaine dernière dans un rapport aux Nations Unies, Israël soutient le front Al-Nosra contre Bachar al-Assad. Évidemment, ce qui crée des synergies totalement absurdes, mais aussi absurdes que lorsque les Américains, évidemment, ont soutenu en Afghanistan les djihadistes contre l'Union soviétique, qu'ils ont payé ensuite le 11 septembre. Aujourd'hui, nous avons l'État d'Israël, le gouvernement israélien, plus exactement, de Netanyahou, et c'est un grand débat, je vous invite à lire la presse israélienne en anglais, il y a un grand débat sur ce thème aujourd'hui, qui soutient Al-Qaïda contre Bachar al-Assad. C'est absolument surréaliste comme situation en termes d'instrumentalisation de ces mouvements. Mais le résultat, c'est qu'effectivement, les États, quels qu'ils soient, là c'est le cas d'Israël, mais c'est le cas évidemment de l'Arabie Saoudite et du Qatar, qui sont un peu nos bêtes noires, surtout le Qatar, comme vous le savez, mais aussi de quelques autres, ça a été le cas de la Turquie, tous ces États continuent à instrumentaliser des mouvements armés, des mouvements islamistes, etc., dans des logiques soi-disant de puissance, c'est-à-dire qu'elles essayent de contrer leurs adversaires à travers la manipulation, l'instrumentalisation, le soutien financier ou militaire à ces acteurs-là. Évidemment, quand on passe à ce stade-là, pour revenir à ce que je disais sur la légitimité tout à l'heure, il devient extrêmement difficile de parler de valeurs universelles, et de légitimité. Dans le cas de l'État d'Israël, aujourd'hui, par exemple, le gouvernement Netanyahou qui n'arrête pas il assume aussi, mais il assure surtout que l'armée israélienne est l'armée la plus démocratique au monde et la plus éthique au monde, c'est ce qu'il dit. Comment est-ce qu'il peut justifier aujourd'hui le fait de soutenir militairement, puisque les observateurs des Nations Unies ont décrit le nombre de caisses d'armement qui passaient à travers le Golan, puisqu'ils sont sur le terrain, c'est eux qui font le tampon. Comment est-ce que l'on peut justifier aujourd'hui le soutien à Al-Qaïda contre un État qui est un État souverain, quoi qu'on pense du régime Assad, c'est un autre problème, mais qui est un État souverain et qui aujourd'hui continue à représenter la Syrie dans les instances internationales. Donc là encore, avec ce genre de stratégie, et c'est le cas pour la France, pardonnez-moi, mais nous avons fait la même chose lorsque nous avons commencé à soutenir l'opposition syrienne, lorsque nous avons financé, armé l'opposition syrienne, et vous avez peut-être vu il y a 15 jours que la France vient de reconnaître, les militaires viennent de reconnaître que nous allions suspendre les livraisons d'armement à la, entre guillemets, résistance syrienne, parce que nous avions découvert, c'est terrible, ça fait au moins 2 ans qu'on le sait, nous avions découvert que la plupart de ces armes finissaient entre les mains de Al-Nosra ou de Daesh, des armes françaises fournies par la France, soit parce qu'elles sont vendues par la pseudo-résistance, soit parce qu'elles sont évidemment capturées sur le terrain. Donc nous sommes dans des logiques absurdes en termes de puissance, parce que un certain nombre de pays dont nous faisons partie continuent à croire à cette forme de puissance et à croire que l'on peut impunément instrumentaliser les uns contre les autres et les mouvements, comme autrefois l'URSS instrumentalisait les mouvements de résistance armée contre certains régimes. Aujourd'hui, ce genre de comportement de la part des États occidentaux est suicidaire réellement, et c'est le cas pour Israël aussi, mais pour les Occidentaux, c'est un comportement suicidaire. J'essaie de faire, j'ai encore un peu de temps, je suis obligé de couper parce que sinon, 20 minutes. Alors évidemment, juste pour faire une petite aparté, mais j'en ai déjà parlé l'année dernière, je suis sûr, sur le Qatar, c'est en même temps, là aussi, toujours dans cette logique de puissance des uns et des autres, et surtout de la puissance économique. Là, nous sommes en pleine actualité aujourd'hui, avec cette magnifique signature de vente de Rafale à l'Égypte.
Moi, personnellement, vous le savez, j'ai dû le dire précédemment, j'ai été conseiller au ministère de la Défense pendant 5 ans pour le Proche et Moyen-Orient, à une époque qui est maintenant un peu ancienne, non, je ne me rappelle plus, 2004, commencé en 2004, où la défense française n'avait pas le droit de vendre à l'Égypte, parce que c'était un des pays dont j'étais responsable, n'avait pas le droit de vendre à l'Égypte des jumelles de vision nocturne. Je vous assure que c'est absolument vrai. Et là, nous venons de vendre 24 Rafales plus les frégates, qui sont un miracle de la technologie, à la fois le Rafale et la frégate.